Le jour de Thanksgiving, mon fils millionnaire m'a rendu visite et m'a demandé « Maman, as-tu aimé la maison au bord du lac que je t'ai offerte ?» Sous le choc, j'ai répondu « Quelle maison? Je n'ai jamais rien reçu. » Ma belle-fille, une chercheuse d'or, s'est approchée de lui lentement. « Je suis contente de te compter parmi nous. Suis mon histoire jusqu'au bout et mentionne la ville d'où tu me regardes pour que je puisse voir jusqu'où elle a porté. » Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question le jour de Thanksgiving bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Ces 2 dernières années, j'avais du mal à joindre les 2 bouts avec mon salaire de concierge, je rationnais mes médicaments contre l'hypertension et je portais le même manteau usé pendant 2 hivers rigoureux. Mais je me disais que c'était temporaire, que les choses s'amélioreraient. Mon fils David avait bâti un empire à partir de rien. À 35 ans, il dirigeait une entreprise de conseil en technologie prospère qui employait plus de 200 personnes. J'étais fière de lui, même si nos conversations s'étaient réduites à de brefs appels téléphoniques concernant des réunions d'affaires et des dîners clients. Après la mort de son père il y a 3 ans, David s'est mis au travail, et je l'ai compris. Le deuil affecte chacun différemment. La maison était différente ce matin de Thanksgiving. J'avais passé des heures à préparer ses plats préférés, même si la facture des courses m'obligerait à sauter le déjeuner de la semaine suivante. Ma petite cuisine contenait à peine toutes les casseroles et poêles, mais je voulais que tout soit parfait pour sa visite. Cela faisait 4 mois que je ne l'avais pas vu en personne. Quand David a franchi ma porte, j'ai été frappée par le prix élevé de tout. Sa montre, ses chaussures, même son pull décontracté, devaient coûter plus cher que mon loyer mensuel. Derrière lui marchait Victoria, sa femme depuis 3 ans. Elle portait un manteau crème qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré le vent de novembre. « Maman, la maison sent incroyablement bon », a dit David en me serrant brièvement dans ses bras avant de reculer pour aider Victoria à mettre son manteau. Elle m'a souri, de ce sourire poli qu'elle arborait toujours, mais ses yeux semblaient réfléchir. Nous nous sommes assis pour dîner et j'ai écouté David parler de l'expansion de son entreprise sur la côte ouest. Victoria intervenait de temps en temps, évoquant leur récent voyage en Europe et les rénovations qu'ils prévoyaient pour leur maison. J'ai hoché la tête et souri, même si chaque détail me rappelait la distance grandissante entre ma vie et la leur. Puis, tandis que je servais la tarte à la citrouille, David s'est adossé à sa chaise et a souri. « Maman, je voulais te demander quelque chose qui me trottait dans la tête. » J'ai posé la pelle à tarte, lui accordant toute mon attention. « Comment apprécies-tu la maison au bord du lac que je t'ai offerte il y a 2 ans? Je sais que tu as toujours aimé être au bord de l'eau. » Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je l'ai regardé, la bouche légèrement ouverte, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Une maison au bord du lac? J'ai senti mon cœur s'accélérer, tandis que la confusion m'envahissait. Quelle maison au bord du lac, ma chérie? Je n'en ai jamais reçu. Le sourire de David s'est estompé. Il a jeté un coup d'œil à Victoria, qui était restée immobile à côté de lui. La maison au bord du lac Morrison. Je l'ai fait transférer à ton nom pour ton anniversaire il y a 2 ans. Tu ne te souviens pas? J'ai secoué lentement la tête, prise de vertige. David, je me souviens avoir reçu une maison. Je n'ai jamais rien reçu de tel. Tu es sûr que tu ne penses pas à quelqu'un d'autre? Victoria s'est soudainement levée, sa serviette tombant par terre. Oh, je viens de me souvenir, a-t-elle dit d'une voix un peu plus aiguë que d'habitude. Il faut que je passe un coup de fil. Appel pour le rendez-vous de demain. Excusez-moi. Elle se dirigea rapidement vers la cuisine, sortant son téléphone, mais quelque chose dans son geste me parut anormal. Une urgence qui me noua l'estomac. David fronçait les sourcils, son esprit d'homme d'affaires cherchant visiblement à résoudre une énigme. « Maman, c'est impossible. J'avais expressément demandé à mon assistante de s'occuper de toute la paperasse. L'acte de propriété aurait dû vous être envoyé par la poste, et il était aussi prévu de prévoir des mensualités de pension alimentaire. Des mensualités. Je sentais mes jambes faiblir. Quelles mensualités? Les 1 500 $ que je vous envoie chaque mois pour vous aider à payer vos dépenses. Mon assistante m'a assuré que vous receviez tout. La pièce semblait pencher. 1 500 $ par mois pendant 2 ans. Soit 36 000 $. De quoi tout changer pour moi. De quoi acheter les médicaments dont j'avais besoin pour réparer ma voiture, pour ne plus avoir à me soucier de chaque achat. Je m'agrippai au bord de la table. David, je te jure, je n'ai reçu aucune mensualité. J'ai du mal à payer mes médicaments contre l'hypertension. Le mois dernier, j'ai dû choisir entre les courses et ma facture d'électricité. David est devenu blême. Il s'est levé brusquement,
sa chaise raclant le sol. Impossible. J'ai des reçus, des virements bancaires. Tout devrait être documenté. De la cuisine, j'entendais la voix de Victoria, basse et pressante, même si je ne parvenais pas à distinguer ses mots. Mes mains se sont mises à trembler, tandis que le poids de la situation commençait à peser sur moi. « Montre-moi » ai-je murmuré. « Montre-moi les papiers. » David sortait déjà son téléphone, parcourant ses emails avec un désespoir croissant. « J'ai des copies de tout à la maison, le transfert de propriété, les confirmations de paiement. Maman, si tu n'as pas reçu cet argent, où est-il passé ?» Nous nous sommes tous deux tournés vers la cuisine au même instant. La voix de Victoria s'était tue. Le silence était pesant, coupable. Je me suis levée sur des jambes chancelantes et me suis dirigée vers la porte de la cuisine. Victoria nous tournait le dos. Le téléphone collé à son oreille, mais elle ne parlait plus. En entendant nos pas, elle se retourna, le visage rouge. « Tout va bien ?» demanda David, mais son ton avait changé. C'était celui qu'il utilisait en réunion d'affaires lorsqu'il soupçonnait quelqu'un de mentir. Le sourire de Victoria semblait forcé. « Bien sûr », confirmant simplement notre dîner prévu pour demain. Mais je le voyais maintenant, la culpabilité inscrite sur ses traits, sa difficulté à me regarder dans les yeux, la nervosité avec laquelle elle tripotait son alliance. « Victoria, dit lentement David, tu sais quelque chose au sujet des formalités administratives pour la maison au bord du lac? Tu as aidé à coordonner plusieurs choses avec mon assistante à ce moment-là. » Le silence qui suivit me parut interminable. Victoria ouvrit et ferma la bouche, mais aucun mot ne sortit. À cet instant, en la regardant, je sus que, d'une manière ou d'une autre, elle avait pris ce qui m'était destiné. Le Thanksgiving que j'avais tant travaillé à rendre parfait allait devenir le jour où ma famille s'effondrerait. Le silence dans ma petite salle à manger était tendu comme un fil, prêt à rompre. Victoria se tenait figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses mains parfaitement manucurées serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches. David fixait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de confusion et de suspicion grandissante. « Victoria, dis-je doucement, d'une voix plus assurée que je ne le pensais, où est ma maison au bord du lac ?» Elle déglutit difficilement, son regard oscillant entre David et moi. Il doit y avoir un malentendu. Peut-être que les papiers se sont perdus dans le courrier, ou peut-être qu'il y a eu une erreur à la banque. Mais alors même qu'elle parlait, je voyais le mensonge se former dans son regard. Après avoir travaillé comme concierge pendant 15 ans, à nettoyer des bureaux tard le soir, j'avais appris à décrypter les gens. On voit beaucoup de choses quand on est invisible pour la plupart des gens, quand on parle autour de soi comme si on n'était pas là. Victoria mentait et elle n'était pas très douée. David sortit de nouveau son téléphone. « J'appelle Rebecca, mon assistante. Elle s'est occupée de tout ça personnellement. »« Non, attends, dit Victoria rapidement en s'avançant. On devrait peut-être en discuter en privé d'abord. Ta mère a traversé beaucoup d'épreuves et je ne veux pas la contrarier davantage. Si c'est juste une simple confusion. » J'ai senti une colère froide monter dans ma poitrine. Ça m'a encore plus bouleversée. Je me nourrissais de crackers et de beurre de cacahuètes presque tous les soirs, tandis qu'elle portait des vêtements de marque et partait en vacances en Europe, mais j'ai gardé une voix calme. « Victoria, ma chérie, je crois qu'on n'a plus à s'inquiéter de me contrarier. J'ai besoin de savoir où est ma maison. » David composait déjà le numéro. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu une voix de femme à l'autre bout du fil. « Rebecca, c'est David. J'ai besoin que tu me montres les papiers de la maison au bord du lac que j'ai acheté pour ma mère il y a 2 ans. » Il y a eu un silence. Puis la voix de Rebecca s'est éclaircie lorsque David a mis le téléphone sur haut-parleur. « Bien sûr, Monsieur Harrison. La propriété au 1247 Lake Morrison Drive. » L'acte de propriété a été transféré à Margaret Harrison le 15 novembre, il y a 2 ans. J'ai des copies de tous les documents signés. Mon cœur battait la chamade. C'était mon nom. Mon adresse pour les papiers, mais je n'avais jamais rien signé. « Et les mensualités ?» demanda David. « Tout a été traité comme prévu. 1500 $ ont été transférés le 1er de chaque mois sur le compte que vous avez indiqué. La titulaire du compte s'appelait Margaret Harrison. Le numéro d'acheminement se terminait par 4782. J'ai senti le sang me quitter le visage. Je n'ai pas de compte se terminant par 4782. Mon compte se termine par 9156. Le regard de David se posa brusquement sur Victoria. « Rebecca, peux-tu me lire le numéro de compte complet ?» Tandis que Rebecca débitait les chiffres, j'ai vu le visage de Victoria s'effondrer. Ce n'était pas mon compte. Loin de là. « Rebecca,
dit David d'une voix dangereusement basse. Qui t'a fourni ces informations de compte? Votre femme, monsieur. Madame Harrison m'a appelé en décembre, il y a 2 ans, pour me dire qu'il y avait eu un changement dans les coordonnées bancaires de votre mère. Elle m'a fourni les nouveaux numéros de compte et d'enracinement et m'a demandé de mettre à jour tous les relevés. Le téléphone glissa légèrement des mains de David. Victoria émit un petit son de désespoir. Et l'acte de propriété? Continua David. Où était-il censé être envoyé? L'adresse fournie par Madame Harrison. Voyons voir. 847 rue Maple, appartement 2B. Je n'avais jamais vécu rue Maple. J'étais dans la même petite maison depuis 10 ans. David raccrocha, et le silence qui suivit fut assourdissant. Lorsqu'il regarda Victoria, son visage était complètement vide, ce qui semblait plus terrifiant que la colère. « Explique-moi, dit-il simplement. » Le sang-froid de Victoria finit par se briser. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais elles ressemblaient plus à de la panique qu'à du remords. « David, tu dois comprendre. Mes parents étaient sur le point de perdre leur maison. Ils sont âgés, et les factures médicales de mon père les ruinaient. J'ai juste emprunté de l'argent temporairement. »« Emprunté » murmurai-je. « Tu veux dire voler ?»« Non. » La voix de Victoria s'éleva. J'allais le rembourser. J'avais juste besoin de temps et de la maison au bord du lac. Ce n'est pas comme si tu t'en servais. Ma famille avait besoin d'un endroit où loger le temps de se remettre sur pied. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'est pas comme si je m'en servais. Victoria, je fais des doubles journées pour payer mes médicaments. Je mange un repas par jour pour faire durer l'argent de mes courses. Je n'ai pas pu monter mon chauffage au-dessus de 15 degrés Celsius car je n'ai pas les moyens de payer la facture d'électricité. David fixait sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue. Victoria, ma mère aurait pu mourir. Et si elle avait eu une urgence médicale et n'avait pas pu se payer les soins? Mais elle ne l'a pas fait, dit Victoria, désespérée. Elle va bien. Elle est en bonne santé. Mon père est diabétique et a des problèmes cardiaques. Il avait plus besoin d'argent. La dureté de ces mots me fit l'effet d'un choc physique. Bien, en bonne santé. Je repensais aux nuits où je restais éveillée, la poitrine serrée par le stress, me demandant comment je paierais ma prochaine ordonnance. Les fois où j'étais restée à l'épicerie, calculatrice à la main, à ranger des articles parce que je n'en avais pas les moyens. Où est ma maison maintenant? Demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Victoria s'essuya le nez du revers de la main, son maquillage de marque coulant. Mes parents vivent là-bas, ainsi que la famille de mon frère. Ils l'ont rénové, ils ont fait des améliorations avec mon argent, dit David d'un ton neutre. Victoria hocha la tête d'un air malheureux. Je m'enfonçai dans mon fauteuil, soudain épuisé. Pendant 2 ans, je m'étais dit que David était trop occupé pour prendre de mes nouvelles régulièrement, que sa réussite lui permettait de ne plus avoir à s'inquiéter pour sa mère. J'étais fière de son indépendance, même si je luttais seule. Mais pendant tout ce temps, il pensait qu'il prenait soin de moi. Il me croyait à l'aise et en sécurité. « Maman, » dit David d'une voix légèrement éraillée, « je suis vraiment désolé. Je pensais que tu allais bien. Je pensais que tu avais tout ce qu'il te fallait. J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait réussi et qui avait travaillé si dur pour se construire une vie meilleure, et j'ai vu le petit garçon qui me promettait de prendre soin de moi quand il serait grand. Il avait essayé de tenir cette promesse, mais la femme en qui il avait le plus confiance au monde nous l'avait volée à tous les deux. Combien? Ai-je demandé à Victoria. Combien de mon argent as-tu pris? Elle est restée silencieuse un long moment. Tout? A-t-elle finalement murmuré. 36 000 $ plus une maison qui valait probablement au moins 200 000 $ de plus. La famille de Victoria vivait comme des rois avec de l'argent censé me préserver de la pauvreté. David se leva lentement, ses mouvements prudents et contrôlés. Victoria, fais tes bagages. Je veux que tu sortes de chez moi ce soir. David, s'il te plaît, supplia-t-elle en le tendant vers lui. On peut arranger ça. Je vais arranger ça. Je trouverai un moyen de rembourser ta mère. Il s'éloigna de son contact. Avec quel argent? Tu n'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Tout ce que tu possédais, tout ce dont ta famille a vécu, a été volé à ma mère. J'ai vu ma belle-fille s'effondrer, et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni satisfaction. Juste un vide profond là où se trouvait la confiance. Elle m'avait regardé dans les yeux pendant 2 ans, s'était assise à cette même table, sachant que je luttais pendant que sa famille vivait dans le luxe à mes dépens. Tandis que des sanglots de victoire résonnaient dans ma petite salle à manger,
je réalisais que ce Thanksgiving serait bel et bien inoubliable, mais pas grâce à la réunion de famille que j'espérais. On s'en souviendrait comme du jour où j'aurais appris que parfois, ceux qui sourient le plus sont ceux qui cachent les secrets les plus sombres. Après le départ de Victoria ce soir-là, sanglotant et implorant un pardon que ni David ni moi ne pouvions lui accorder, ma maison semblait différente. Plus calme, mais pas paisible. Le silence était lourd de questions sans réponse et le poids de la trahison semblait s'installer partout. David voulait appeler son avocat immédiatement, mais je lui ai demandé d'attendre. Non pas que j'hésitais à poursuivre, mais parce que quelque chose me disait que nous devions connaître toute l'étendue des actes de Victoria avant d'aller plus loin. Les voleurs volent rarement une seule fois, et j'avais le sentiment que cela allait au-delà d'une maison et de quelques mensualités. « Maman, tu n'as rien à faire », dit David en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine, son costume coûteux froissé par cette longue et horrible journée. « Laisse-moi tout gérer. Tu en as assez souffert. » Mais je secouai la tête. Pendant 2 ans, j'avais été victime des mensonges de Victoria. J'étais impuissant, inconscient, tandis qu'elle me volait systématiquement le peu de sécurité que j'avais. Maintenant, je connaissais la vérité et je n'allais pas rester les bras croisés à laisser les autres gérer mes affaires. J'ai besoin de tout voir. Je lui ai raconté chaque document, chaque relevé bancaire, chaque papier. J'ai besoin de comprendre exactement ce qu'elle m'a fait. Le lendemain matin, après que David soit rentré chez lui pour se changer et rassembler des documents, je me suis déclarée malade au travail pour la première fois depuis 2 ans. Madame Henderson, ma responsable, fut surprise mais compréhensive lorsque je lui ai annoncé que j'avais une urgence familiale. Si seulement elle savait. David est revenu avec des cartons de papier et son ordinateur portable. Nous avons tout étalé sur ma petite table à manger, la même table où Victoria s'était assise quelques heures plus tôt, jouant le rôle de la belle-fille inquiète tout en cachant ses crimes. Le premier document que nous avons examiné était l'acte de propriété de la maison au bord du lac. Ma signature était là, claire comme le jour, sur un document que je n'avais jamais vu auparavant. Mais en le regardant, quelque chose semblait anormal. « Ce n'est pas comme ça que je signe mon nom », ai-je dit en désignant la signature. « Regardez le M de Margaret. Je le fais toujours avec une petite boucle en haut, mais celui-ci est juste des lignes droites. » David a sorti son téléphone et a pris une photo de la signature, puis a trouvé une vieille carte d'anniversaire que je lui avais signée l'année dernière. Les différences étaient subtiles, mais évidentes une fois qu'on savait quoi chercher. « Elle a imité votre signature », a-t-il dit, la voix glaciale de colère. On a continué à creuser. Les relevés bancaires montraient que les mensualités étaient versées sur un compte qui était bien à mon nom, mais dans une banque avec laquelle je n'avais jamais fait affaire. Quelqu'un avait ouvert un compte avec mes informations personnelles. « J'ai besoin de voir ce compte », ai-je dit. David a appelé la banque, mais ils n'ont pas voulu lui donner d'informations par téléphone, car il n'était pas titulaire du compte. On s'y est donc rendu ensemble, les mains tremblantes, en entrant dans le hall en marbre de la First National Bank avec mon permis de conduire et ma carte de sécurité sociale. Le compte était ouvert 2 ans et 1 mois auparavant, quelques semaines avant que le premier versement ne soit censé me parvenir. L'adresse enregistrée était le 847 Maple Street, appartement 2B. La même adresse que Rebecca avait mentionnée. Le numéro de téléphone indiqué n'était pas le mien non plus. « Madame », a dit la représentante de la banque, l'air perplexe, en parcourant les relevés. « Vous n'êtes jamais venue dans cette agence, n'est-ce pas ?»« Non », ai-je dit fermement. « Je n'y suis jamais allée de ma vie. » Elle nous a montré la carte de signature datant de l'ouverture du compte. La même fausse version de mon nom signée par quelqu'un d'autre. « C'est une usurpation d'identité », a déclaré la représentante d'une voix inquiète. « Vous devez déposer plainte immédiatement. » Mais ce n'était pas fini. David avait apporté des copies de tous ses dossiers financiers liés à mes soins. Et tandis que nous étions assis dans l'espace client de la banque, une image plus complète a commencé à se dessiner. Les mensualités n'étaient qu'un début. David m'envoyait aussi de l'argent supplémentaire pour mes frais médicaux, de l'argent que je n'avais jamais vu. $500 quand il pensait que j'avais besoin de nouvelles lunettes, $800 pour ce qu'il croyait être des soins dentaires, $1000 à Noël dernier en prime. Chaque paiement avait été versé sur le faux compte. « Combien ?» ai-je demandé, même si j'avais peur d'entendre la réponse. Les doigts de David effleurèrent la calculatrice de son téléphone. Son visage pâlit. « 43 000 $. En 2 ans, elle t'a volé 43 000 $. J'avais le vertige. 43 000 $, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de toute ma vie. C'était suffisant pour tout changer, pour m'apporter sécurité et confort dans mes vieux jours, au lieu du stress constant de vivre au jour le jour.
Nous avons ensuite pris la route jusqu'au 847, rue Maple. C'était un immeuble délabré à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit avec des néons clignotants et des marches en béton cassé. L'appartement 2B était vide, avec une pancarte « à louer » à la fenêtre. Elle l'a probablement loué juste le temps d'établir la fausse adresse, dit David, la mâchoire serrée par la colère. Mais je pensais à autre chose. David, comment a-t-elle obtenu mes informations personnelles? Mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, tous les détails dont elle avait besoin pour ouvrir ce compte. Il resta silencieux un instant. De chez nous, je conserve des copies de documents familiaux importants dans mon bureau. Elle aurait eu accès à tout. La trahison devenait plus profonde à chaque nouvelle révélation. Victoria n'avait pas simplement saisi une opportunité. Elle avait soigneusement planifié tout cela, volant systématiquement mon identité et mon argent tout en vivant chez mon fils, mangeant à sa table, prétendant l'aimer. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans mon salon, entourés des preuves des crimes de Victoria, David m'a regardé, les larmes aux yeux. « Maman, je suis vraiment désolée. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'ai jamais pensé à vérifier que tu recevais bien l'argent, car c'est elle qui m'avait suggéré de l'envoyer. Ce détail m'a frappé comme un éclair. Elle me l'a suggéré. » David a hoché la tête d'un air malheureux. Environ 6 mois après la mort de papa, elle m'a fait part de son inquiétude quant à ta capacité à te débrouiller seule. Elle m'a dit que ce serait un geste merveilleux si je pouvais t'aider à payer tes dépenses, surtout que les affaires marchaient si bien. Elle a même proposé de coordonner les démarches avec Rebecca. J'ai fermé les yeux, subissant de plein fouet la manipulation de Victoria. Elle s'était présentée comme la belle-fille attentionnée, préoccupée par les difficultés de la mère de son mari, tout en veillant secrètement à ce que chaque dollar destiné à moi finisse dans les poches de sa famille. Et la maison au bord du lac, pareil. Elle a dit que tu avais mentionné vouloir vivre près de l'eau, que ce serait bon pour ta santé et ta tranquillité d'esprit. Elle m'a aidé à trouver la propriété, à négocier le prix, s'est occupée de toutes les formalités administratives. Victoria avait joué de mon fils comme d'un violon, utilisant son amour pour moi contre nous deux. Elle l'avait fait se sentir généreux et attentionné tout en me privant systématiquement de tout ce qu'il avait essayé de me donner. Tandis que David rassemblait les papiers pour son avocat, j'étais assise seule dans mon salon, les yeux rivés sur les murs que j'avais appris à connaître depuis 2 ans. Ce petit espace exigu, avec ses vieux meubles et son climatiseur en panne, n'était pas censé être ma réalité. J'étais censée vivre confortablement dans une belle maison au bord du lac, avec assez d'argent pour acheter mes médicaments sans compter. Au lieu de cela, les parents de Victoria étaient probablement assis au bord de ce lac en ce moment même, profitant de leur retraite volée pendant que je rationnais mes médicaments contre l'hypertension et portais des vêtements d'occasion. Mais connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, me semblait être le premier pas vers une vie retrouvée. Victoria m'avait volé plus que de l'argent. Elle m'avait volé 2 ans de sécurité, de dignité, de tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que son enfant prend soin de soi. Demain, nous commencerions le processus pour tout récupérer. Mais ce soir, pour la première fois depuis 2 ans, au cours des dernières années, je me suis couchée en sachant exactement où j'en étais. Et cette connaissance, aussi amère soit-elle, m'a donné une impression de pouvoir. Le matin où l'avocat de David m'a appelé pour me communiquer les résultats de son enquête, je frottais les sols de l'immeuble de bureau où je travaillais depuis 10 ans. Mes genoux me faisaient mal sur le carrelage froid et mes mains étaient irritées par les produits de nettoyage industriel. Mais j'ai continué à travailler, car j'avais besoin de chaque dollar gagné pour ce travail. Du moins, je le croyais. Madame Harrison. La voix de M. Patterson était grave lorsque je l'ai rappelé pendant ma pause déjeuner. Il faut qu'on se rencontre immédiatement. Ce que nous avons découvert va bien au-delà de ce que nous soupçonnions initialement. David est venu me chercher après mon service, le visage tiré par l'épuisement. Il n'avait presque pas dormi depuis Thanksgiving, se consacrant à l'enquête avec la même intensité qu'il mettait à ses affaires. Mais ce n'était pas une affaire. C'était personnel et cela le détruisait. Au cabinet de l'avocat, nous étions assis en face de M. Patterson tandis qu'il déposait un dossier épais de documents. Victoria ne vous avait pas seulement volé, Madame Harrison. Elle a monté ce qui s'apparente à une petite fraude en utilisant votre identité. La salle semblait basculer. Comme il l'expliquait, Victoria avait utilisé mes informations personnelles pour ouvrir non pas un seul compte bancaire, mais 3 comptes distincts dans différentes banques. Elle avait demandé des cartes de crédit à mon nom, contracté un petit prêt et même rempli de fausses déclarations de revenus me déclarant comme personne à charge tout en déclarant des revenus que je n'avais jamais gagnés. L'IRS a essayé de vous contacter au sujet d'anomalies dans vos déclarations d'impôts,
a poursuivi M. Patterson. Ils ont envoyé des avis à la fausse adresse. Vous faites actuellement l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. J'avais l'impression de me noyer. Fraude fiscale? Mais j'ai déclaré mes impôts honnêtement chaque année. Nous le savons maintenant, mais l'IRS, lui, ne le sait pas. Victoria a signalé que vous aviez reçu l'argent envoyé par David. De l'argent que vous n'avez jamais reçu. De leur point de vue, vous dissimuliez des revenus. David serrait les poings. Combien a-t-elle volé au total? Monsieur Patterson a feuilleté plusieurs pages, y compris les 43 000 $ initiaux, plus les dépenses supplémentaires par carte de crédit, les produits de prêt et les remboursements d'impôts frauduleux. On parle d'environ 78 000 $. Ce chiffre m'a fait l'effet d'un coup de massue. 78 000 $. Je gagnais 18 000 $ par an en récurant les sols. Victoria avait volé plus de 4 ans de mon salaire. Et la maison? C'est là que les choses se compliquent. Monsieur Patterson a dit, la propriété est légalement à votre nom, Madame Harrison, d'après le faux acte. La famille de Victoria Ivy y fait des améliorations grâce à l'argent volé, et ils ont même considérablement augmenté la valeur de la propriété. J'ai pensé aux parents de Victoria, que je n'avais rencontrés que 2 fois lors de réunions de famille. Ils semblaient sympathiques, un peu dépassés par le train de vie aisé de leur fille, mais reconnaissants de sa réussite. Savaient-ils d'où venait l'argent? Savaient-ils qu'ils vivaient dans une maison volée à la mère de leur gendre? Pouvons-nous la récupérer? Demanda David. Oui, mais il faudra faire intervenir les forces de l'ordre. Ce n'est plus une affaire civile. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité et de la fraude fiscale. Victoria risquait une lourde peine de prison. Je suis resté silencieux un long moment, pensant à la femme qui était assise à ma table quelques jours auparavant, pleurant et implorant son pardon. Elle semblait sincèrement pleine de remords. Mais maintenant, je me demandais si ces larmes étaient réelles ou s'il s'agissait d'une nouvelle manipulation. Et sa famille? Demandai-je à ses parents, son frère avec les enfants. L'expression de M. Patterson était compatissante mais ferme. Ils devront quitter les lieux. S'ils peuvent prouver qu'ils ignoraient que l'argent avait été volé, ils pourraient éviter des poursuites pénales, mais ils ne peuvent pas garder ce qui a été acheté avec des fonds frauduleux. David regardait par la fenêtre, la mâchoire serrée. Où est Victoria maintenant? Elle est chez ses parents à la maison au bord du lac. M. Patterson a dit, notre enquêteur a confirmé qu'elle est là depuis qu'elle a quitté votre maison pour Thanksgiving. Alors, elle a couru directement chez les gens qui vivaient de l'argent volé à ma mère, a dit David avec amertume. Bien sûr qu'elle l'a fait. Cet après-midi-là, nous sommes allés au lac Morrison. Je n'avais jamais vu la maison qui était censée être la mienne, et alors que nous empruntions la longue allée, j'ai eu le souffle coupé malgré moi. C'était magnifique. Une immense maison de style ranch avec de grandes fenêtres donnant sur l'eau, entourée d'arbres matures et de jardins bien entretenus. C'était ce que David avait prévu pour moi. Cet endroit paisible et confortable où j'aurais pu passer ma retraite à admirer le coucher de soleil sur le lac au lieu de me demander si je pourrais me permettre mon prochain repas. Le père de Victoria a ouvert la porte, le visage déconfit en nous voyant, David et moi. Oh, dit-il doucement. On t'attendait. Victoria est apparue derrière lui, plus petite et plus jeune que je ne l'avais jamais vue. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un vieux pull, et son visage était bouffi par les larmes. « Margaret » a-t-elle dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis vraiment désolée. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait souri à maintes reprises à table tout en détruisant systématiquement ma sécurité financière, et je n'ai ressenti qu'une colère froide. « Vraiment » ai-je demandé. « Vraiment » Pardon, Victoria, ou es-tu juste désolée de t'être fait prendre? Elle s'est remise à pleurer, mais je n'ai pas été touchée. J'avais déjà vu ses larmes, j'y avais cru. J'avais même eu pitié d'elle parfois quand David travaillait de longues heures et qu'elle semblait seule. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-elle sangloté. Tout a commencé avec le premier versement pour aider mes parents à payer leur prêt immobilier. J'allais le remettre avant que quiconque ne s'en aperçoive, mais tu ne l'as pas fait, dit David d'une voix glaciale. Tu en as pris encore et encore. Tu as usurpé l'identité de ma mère, fait de fausses déclarations d'impôts, ouvert des cartes de crédit à son nom. Ce n'est pas un emprunt, Victoria. C'est une fraude. La mère de Victoria était apparue sur le seuil, le visage baigné de larmes. On ne savait pas, dit-elle désespérément. On pensait que David se montrait simplement généreux, qu'il nous aidait à traverser une période difficile. Victoria nous a dit qu'il avait insisté pour nous acheter la maison. J'ai regardé cette femme plus âgée,
probablement à peu près de mon âge, et j'ai lu un choc et une horreur sincère dans ses yeux. Elle n'était pas au courant. Personne d'autre ne l'était, sauf Victoria. Le fisc pense que je suis une fraudeuse fiscale à cause de ce que ta fille a fait, dis-je doucement. Je pourrais aller en prison parce que Victoria a fait de fausses déclarations à mon nom. La mère de Victoria halta, la main sur la bouche. Oh mon Dieu, Victoria, qu'as-tu fait? Mais Victoria continuait de pleurer, offrant des excuses qui ne signifiaient plus rien. Elle avait eu 2 ans pour avouer, 2 ans pour réparer les torts, et elle avait choisi de creuser davantage. Monsieur Patterson s'avança avec une mallette pleine de documents juridiques. Madame Stevens, je vais avoir besoin que vous et votre famille quittiez cette propriété dans les 30 jours. Tout ce qui a été acheté avec les fonds frauduleux devra être restitué ou indemnisé. En regardant la famille de Victoria digérer la réalité de leur situation, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Ni de la satisfaction, ni de la vengeance, juste du soulagement que la vérité soit enfin éclatée. La police viendra demain pour arrêter Victoria, poursuivit M. Patterson. Je lui recommanderais de se rendre involontairement. Victoria leva vers David un regard désespéré. S'il vous plaît, ne les laissez pas m'arrêter. Je rembourserai tout. Promis. Je trouverai un emploi. Je travaillerai jour et nuit. David secoua tristement la tête. Avec quel talent, Victoria? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu ne sais même pas travailler. Tout ce que tu sais faire, c'est prendre. En quittant la maison au bord du lac, je me suis retournée pour jeter un dernier regard sur l'endroit qui aurait dû être ma maison ces 2 dernières années. Bientôt, il le serait, mais il me semblait vide maintenant, souillé par la façon dont Victoria me l'avait volé. « Maman, » dit David alors que nous partions, « je vais faire en sorte que tu ne manques plus jamais de rien. Je vais prendre soin de toi comme j'aurais dû le faire depuis le début. » Je lui ai tapoté doucement la main. « Tu prenais soin de moi, ma chérie. Ce n'est pas ta faute si Victoria m'a volé ce que tu m'avais donné. » Mais alors que nous retournions vers ma petite maison exiguë, je savais que tout allait changer. Victoria allait assumer les conséquences de ses crimes et j'allais enfin retrouver la sécurité et le réconfort que David avait toujours souhaité pour moi. La confrontation était terminée. Justice était faite. Les papiers du divorce furent finalisés un mardi gris de février, 3 mois après ce dîner de Thanksgiving dévastateur. J'étais assise dans le couloir du tribunal à côté de David tandis que son avocat sortait de la salle d'audience, annonçant que Victoria avait tout signé sans contestation. Elle avait déjà été condamnée à 18 mois de prison pour fraude et usurpation d'identité, et contester le divorce n'aurait fait qu'ajouter des frais juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre. « C'est fait, » dit M. Patterson en s'asseyant à côté de nous. « Le mariage est dissous. Tous les biens achetés avec des fonds volés reviennent à leurs propriétaires légitimes. Madame Harrison, vous êtes désormais légalement propriétaire de la maison au bord du lac et tout l'argent des comptes frauduleux a été gelé en attendant une restitution intégrale. » David, je soupirai longuement. Et sa famille? Ils ont quitté la propriété la semaine dernière. Ses parents ont emménagé temporairement chez son frère, et ils se sont montrés étonnamment coopératifs. Je pense qu'ils sont sincèrement horrifiés par ce qu'a fait Victoria. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que ce cauchemar prenne enfin fin, mais tristesse pour les dommages collatéraux. Les parents de Victoria étaient eux aussi des victimes innocentes, à leur manière. Ils avaient perdu leur maison et leurs économies, tout cela parce que leur fille avait choisi de voler au lieu de demander de l'aide. Honnêtement, les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse et de démarches. David s'est investi à fond pour remettre les choses en ordre avec la même intensité qu'il avait autrefois mise à bâtir son entreprise. Il a engagé une équipe de comptables pour démêler les déclarations fiscales frauduleuses de Victoria, a collaboré avec le fisc pour blanchir mon nom et a personnellement supervisé chaque détail du transfert de propriété de la maison au bord du lac. Mais le changement le plus important se produisit chez David lui-même. L'homme d'affaires prospère, trop occupé pour me téléphoner régulièrement, devint un fils qui passait me voir tous les 2 ou 3 jours, qui appelait juste pour prendre de mes nouvelles, qui insistait pour m'accompagner à mes rendez-vous chez le médecin et faire les courses. « Tu n'as pas à me rôder, chérie ?» lui dis-je un après-midi alors qu'il m'aidait à emballer les quelques affaires que je voulais garder de mon ancienne maison. Je ne vais nulle part. Il marqua une pause en pliant une de mes couettes, les mains immobiles sur le tissu doux. Maman, j'ai raté 2 ans de ta vie parce que j'ai été assez stupide pour faire entièrement confiance à Victoria. Je ne suis plus absent. Je comprenais sa culpabilité, même si je ne pensais pas qu'il le méritait. Victoria avait été une experte en manipulation, jouant sur son amour pour moi pour cacher ses crimes.
Mais je comprenais aussi que la confiance, une fois brisée si profondément, prend du temps à se reconstruire. Même la confiance en soi. Emménager dans la maison au bord du lac était surréaliste. L'endroit était magnifique, mais il portait le poids de tout ce qui s'était passé. La famille de Victoria en avait pris grand soin. Je devais admettre que les jardins étaient bien entretenus. La maison était propre et rénovée. Ils avaient même ajouté une véranda avec vue sur l'eau, dont j'ai eu un coup de cœur immédiat. Mais j'avais l'impression d'emménager dans la vie de quelqu'un d'autre plutôt que de me réapproprier la mienne. « On peut changer tout ce que tu veux », dit David tandis que nous traversions les pièces ensemble. De nouveaux meubles, des couleurs de peinture différentes, tout ce qui pouvait te donner l'impression d'être chez toi. J'appréciais sa gentillesse, mais je n'étais pas sûre que de nouveaux rideaux effaceraient le souvenir que le père de Victoria était resté assis dans ce salon pendant 2 ans, à lire son journal du matin pendant que je rationnais mes médicaments à 80 kilomètres de là. La procédure de restitution financière était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Les comptes que Victoria avait ouverts à mon nom contenaient non seulement l'argent envoyé par David, mais aussi les fonds des cartes de crédit qu'elle avait utilisées et du prêt qu'elle avait contracté. Démêler ce qui appartenait à qui nécessitait une comptabilité judiciaire et des mois de documentation. La bonne nouvelle, m'a expliqué mon nouveau conseiller financier, c'est qu'au final, vous aurez non seulement l'argent envoyé par votre fils, mais aussi les intérêts accumulés et une indemnisation supplémentaire pour l'usurpation d'identité. On parle d'environ 95 000 $ une fois tout récupéré. 95 000 $. Je n'aurais jamais imaginé avoir une telle somme. C'était suffisant pour vivre confortablement pendant des années, ne plus avoir à choisir entre les courses et les médicaments, pour profiter pleinement de ma retraite au lieu de travailler jusqu'à l'épuisement. Mais cet argent me semblait étrange entre les mains, souillé par la connaissance de la façon dont il avait été volé et récupéré. La simplicité de mon ancienne vie, où je savais exactement où j'en étais, même si j'avais du mal à survivre, me manquait presque. Le plus dur a été de gérer la réaction de la communauté. Dans une ville de notre taille, l'arrestation et le procès de Victoria avaient fait la une des journaux. Tout le monde savait ce qu'elle avait fait et, par extension, tout le monde savait que j'avais été victime d'une fraude élaborée. Les réactions étaient très diverses. Certains se sont montrés compréhensifs, m'ont proposé leur aide et ont exprimé leur indignation en ma faveur. D'autres semblaient presque méfiants, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que j'ignorais ce qui se passait. Quelques-uns ont laissé entendre que je devrais être reconnaissante de cette attention, comme si se faire arnaquer valait mieux que d'être ignoré. Les pires étaient ceux qui faisaient comme si j'avais gagné à la loterie au lieu de me faire voler mon identité. « Au moins, tout s'est bien terminé », a dit un voisin avec entrain. « Maintenant, tu es confortablement installé au bord du lac. » J'avais envie de les secouer pour leur expliquer que se faire voler systématiquement ton identité par ta belle-fille et te cambrioler pendant 2 ans n'est pas une mince affaire. Que l'argent et la maison étaient acquis avec la certitude que quelqu'un en qui tu avais confiance ne te considérait que comme une source de revenus à exploiter. Mais je me suis tue et je me suis concentrée sur ma reconstruction. La première nuit, je l'ai passée seule dans la maison du lac. Je me suis assise sur la véranda avec une tasse de thé à regarder le coucher de soleil sur l'eau. La vue était magnifique, paisible comme je n'en avais jamais connu auparavant. Mais je me sentais étrangement détachée, comme si j'étais l'invitée d'un rêve. Mon téléphone a sonné et le nom de David est apparu sur l'écran. Il m'appelait tous les soirs depuis que j'avais emménagé, pour vérifier que je m'installais. « Bon, comment te sens-tu, maman ?» J'ai regardé le lac, essayant de trouver les mots pour exprimer le mélange complexe d'émotions qui bouillonnait en moi. « Reconnaissante », ai-je finalement dit, et triste, et en colère, et parfois, tout à la fois confus. « Ça me semble juste, » dit David doucement. « Tu sais, j'ai repensé à ce que Victoria a dit le dernier jour, disant qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Je me suis souvenu de ses larmes, de ses excuses désespérées. Et alors? Je pense qu'elle disait vrai sur ce point. Je pense qu'elle a vraiment commencé petit et qu'elle n'a plus pu s'arrêter. Mais ça n'arrange rien, n'est-ce pas? Au contraire, ça empire les choses. Elle a eu des dizaines d'occasions d'avouer, de réparer ses torts, et elle a choisi de creuser plus profondément à chaque fois. Il avait raison. Le crime initial de Victoria était peut-être un coup de tête ou un désespoir, mais tout ce qui a suivi n'était qu'une tromperie calculée. Elle m'avait regardé dans les yeux lors des dîners de famille, m'avait serré dans ses bras pendant les vacances, m'avait écouté m'inquiéter pour l'argent, tout en sachant que c'était elle qui était à l'origine de mes difficultés. Je n'arrête pas de penser à sa fierté, ai-je dit lorsqu'elle a parlé des rénovations de la maison par sa famille, des améliorations qu'ils apportaient. Elle était fière de ce qu'ils avaient accompli avec mon argent volé. Elle ne te volait pas seulement, maman.
Elle nous volait tous les deux. Elle a volé la relation que nous aurions dû avoir ces 2 dernières années. La tranquillité d'esprit que je pensais apporter. Après avoir raccroché avec David, j'ai visité la maison qui était enfin légalement, indéniablement, mienne. Elle était belle, confortable, tout ce que j'aurais pu désirer. Mais il faudrait du temps avant que je m'y sente comme chez moi plutôt que comme une preuve de crime. Ce soir-là, je me suis installée dans la chambre principale, dans un lit qui m'appartenait, dans une maison qui m'appartenait. Avec assez d'argent en banque pour le restant de mes jours, j'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me suis sentie épuisée. Mais en m'endormant au doux clapotis de l'eau sur la rive, j'ai réalisé que l'épuisement n'était pas forcément une mauvaise chose. C'était l'épuisement qui survient après un long et difficile voyage, enfin terminé. Demain, je pourrais commencer à transformer ce rêve volé en quelque chose qui m'appartient vraiment. 1 an plus tard, je me tenais sous la même véranda où j'avais passé cette première nuit confuse. Mais tout avait changé. L'espace qui m'avait autrefois semblé étranger m'enveloppait maintenant comme une étreinte confortable. J'avais remplacé les meubles de la famille de Victoria par des pièces qui me parlaient, ajouté des plantes que j'avais choisies moi-même et accroché des photos qui racontaient ma vraie vie plutôt que le rêve volé de quelqu'un d'autre. La routine matinale que j'avais instaurée était devenue sacrée pour moi. Prendre un café sur la terrasse tandis que le soleil se levait sur le lac, regarder l'eau changer de couleur avec la lumière. C'était un luxe que je n'aurais jamais imaginé avoir. Cette paix, ce temps pour simplement exister sans le poids constant des soucis financiers. La voiture de David s'est garée dans l'allée pile à l'heure prévue pour notre petit déjeuner hebdomadaire. Cette tradition avait commencé des mois plus tôt, après que son instinct de culpabilité initial se soit transformé en quelque chose de plus naturel. Nous avions tous deux appris à naviguer dans cette nouvelle relation, fondée sur l'honnêteté plutôt que sur les fausses fondations que Victoria avait créées. « Bonjour, maman », m'appela-t-il en franchissant la porte d'entrée, un sac de la boulangerie du village à la main. « J'ai apporté ces roulés à la cannelle que tu aimes. » Je souris en posant 2 assiettes sur la table de la cuisine. « Tu n'es pas obligé de m'apporter des viennoiseries toutes les semaines, ma puce. »« Je suis parfaitement capable de me nourrir tout seul maintenant, » dit-il en souriant. « Je sais que tu le fais, mais j'aime bien en apporter. D'ailleurs, Madame Chen, à la boulangerie, me demande toujours de tes nouvelles. La moitié de la ville vous a adopté comme leur histoire de réussite préférée. » C'était vrai. La même communauté qui avait murmuré à propos de ma situation pendant le procès de Victoria m'avait accueilli une fois la justice rendue. Des gens m'arrêtaient à l'épicerie pour me demander comment je m'intégrais. Les voisins apportaient des casseroles quand j'ai emménagé au bord du lac, et le facteur prenait soin de me prévenir chaque fois qu'il avait de bonnes nouvelles à annoncer. « Des nouvelles de l'avocat concernant l'appel de Victoria ?» demandai-je, tandis que nous nous installions à nos places habituelles à table. David secoua la tête. Son avocat commis d'office a déposé les documents, mais maître Patterson dit que ce n'est qu'une formalité. Les preuves étaient trop accablantes et elle a plaidé coupable pour tout. Elle purgera l'intégralité de sa peine. 18 mois m'avaient semblé si court lorsque le juge l'avait annoncé. Mais au fil des saisons et de ma nouvelle vie, j'avais cessé de penser à l'avenir de Victoria et commencé à me concentrer sur le mien. « Qu'en penses-tu » demanda David en scrutant attentivement mon visage. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Il y a 1 an, j'aurais peut-être souhaité que Victoria souffre davantage qu'elle. J'aurais dû subir des conséquences à la hauteur de ce qu'elle m'avait volé. Mais maintenant, dans la maison qui m'appartenait vraiment, avec de l'argent en banque et l'attention sincère de mon fils, la vengeance me semblait moins importante qu'avant. J'ai l'impression qu'elle est là où elle doit être, ai-je finalement dit. Non pas parce que je veux qu'elle souffre, mais parce qu'elle doit assumer les conséquences de ses actes. Peut-être que la prison lui apprendra quelque chose que notre famille n'a jamais pu apprendre. Grâce à la procédure judiciaire, j'en avais appris plus sur la psychologie de Victoria que je n'aurais jamais voulu savoir. Elle avait grandi dans une famille en difficulté financière, se comparant constamment à ceux qui avaient plus. En épousant David, elle avait soudain eu accès à une richesse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais apparemment, cela n'avait pas suffi. Elle avait besoin de se sentir comme la pourvoyeuse de sa famille, celle qui pouvait résoudre les problèmes de sa famille. Le thérapeute recommandé par son avocat dit qu'elle souffre du syndrome du « tout m'est dû ». David m'avait confié des mois plus tôt qu'elle croyait sincèrement mériter tout ce qu'elle pouvait prendre, car la vie avait été injuste envers elle. J'avais longuement réfléchi à cette explication. La vie avait été injuste envers moi aussi, lorsque j'avais perdu mon mari et que je me suis retrouvée à lutter pour joindre les 2 bouts. Mais je n'avais jamais pensé que cette injustice me donnait le droit de voler les autres. Avez-vous des nouvelles de sa famille?
ai-je demandé. David a hoché la tête. Ses parents ont déménagé en Arizona pour vivre chez sa tante. Son frère a trouvé un emploi dans un autre État. Ils prennent un nouveau départ, en quelque sorte. J'ai ressenti une pointe de compassion pour eux. Les crimes de Victoria avaient détruit plus de vies que la mienne. Ses parents avaient perdu leur maison et leurs économies. Les enfants de son frère avaient été arrachés à leurs écoles et à leurs amis, tout cela parce que Victoria avait préféré le vol à l'honnêteté. J'ai pensé à leur écrire une lettre, ai-je dit. Les sourcils de David se sont levés. Vraiment? Que dirais-tu? Que je ne les blâme pas, que j'espère qu'ils vont bien. J'ai marqué une pause en ajoutant du sucre dans mon café. Victoria avait fait ses choix, mais il ne méritait pas d'en payer le prix. Nous sommes restés assis dans un silence confortable un moment, à regarder le lac. Une famille de canards avait élu domicile près de la rive, et j'avais pris l'habitude de leur jeter des miettes de pain de ma tartine du matin. Des plaisirs simples auxquels je n'avais jamais eu le temps, quand chaque instant était consacré à la survie. J'ai quelque chose à te dire, a finalement dit David, tout en prenant une tournure plus sérieuse. Je le regardais, attendant quelque chose. Je sors avec quelqu'un, une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence d'affaires. Elle s'appelle Jennifer, et elle n'a rien à voir avec Victoria. J'ai ressenti une pointe d'anxiété, puis je me suis forcée à me détendre. Parlez-moi d'elle. Elle est expert comptable judiciaire, en fait. Elle aide les entreprises à enquêter sur les irrégularités financières. Elle sait ce que Victoria a fait, elle connaît toute l'histoire, et mon argent ne l'intéresse pas. Elle gagne bien sa vie. J'ai souri. Experte comptable judiciaire. Ça me semble approprié. David a ri. J'ai pensé que vous comprendriez l'ironie. Elle est aussi incroyablement honnête, parfois brutalement. Elle m'a dit lors de notre 3e rendez-vous qu'elle me trouvait trop confiant et que je devais travailler sur mes limites. Une femme intelligente. Quand est-ce que je la rencontrerai? Seulement si tu veux. Je ne me précipite pas cette fois. J'apprends à me fier à mon propre jugement. Et ça signifie en partie ne pas chercher l'approbation des autres avant de savoir ce que je ressens moi-même. J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai serré la main. Je suis fière que tu aies pris ton temps, mais quand tu seras prête, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Après le départ de David, j'ai fait ma promenade habituelle dans la propriété. Les jardins que la famille de Victoria avait plantés prospéraient sous mes soins, mais j'y avais ajouté ma touche personnelle. Un potager où je cultivais des tomates et des herbes aromatiques, un coin lecture sous le vieux chêne, une mangeoire à oiseaux qui attirait cardinaux et geais bleus. La maison devenait mienne d'une manière qui n'avait rien à voir avec la propriété légale. Elle était remplie de mes choix, de mes souvenirs, de mes routines quotidiennes tranquilles que personne ne pouvait voler, falsifier ou manipuler. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je prévoyais depuis des semaines. J'ai appelé mon ancienne responsable de l'entreprise de nettoyage, Madame Henderson. Voici Margaret Harrison. Je voulais vous informer que je ne reviendrai pas travailler. Il y a eu un silence. Tu vas bien, Margaret? Tu es absente depuis un bon moment maintenant. Je me sens mieux que je ne l'ai été depuis des années, ai-je dit, souriant à la vérité. Je prends ma retraite. C'était étrange de prononcer ce mot. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir prendre ma retraite, j'avais supposé que je travaillerais jusqu'à ce que mon corps me lâche. Mais l'argent volé par Victoria et récupéré, combiné à la maison et au soutien constant de David, m'a permis d'arrêter de frotter les sols des autres et de commencer à vivre pour moi-même. Ce soir-là, j'étais assise sur ma véranda avec un verre de vin, à regarder le coucher de soleil peindre le lac de nuances dorées et roses. Mon téléphone a vibré, un message de David m'a contacté. Jennifer veut savoir si tu aimes la cuisine italienne. Elle pense cuisiner pour toi le week-end prochain. J'ai répondu, dis-lui que j'adore la cuisine italienne, mais qu'elle n'a pas besoin de m'impressionner. J'aime déjà tous ceux qui rendent mon fils heureux. Alors que l'obscurité s'installait sur l'eau, j'ai repensé à la femme que j'étais il y a un an. Fatiguée, en difficulté, fière, mais secrètement désespérée. Elle n'aurait jamais cru que cette paix était possible, ce sentiment de sécurité et de contentement. Victoria m'avait volé 2 ans de ma vie, mais étrangement, ces crimes avaient aussi apporté quelque chose que je n'aurais peut-être jamais eu autrement. Ils avaient forcé David à me voir vraiment, à comprendre que j'avais besoin de plus qu'un simple soutien financier. J'avais besoin de sa présence, de son attention, de sa sollicitude sincère. Il m'avait aussi appris quelque chose sur ma propre force. J'avais survécu au vol, à l'enquête, au procès, au processus complexe de reconquête de mon identité. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus résiliente que jamais auparavant.
J'avais aussi appris quelque chose sur le pardon. Non pas pour Victoria, qui devrait le mériter par un changement profond dont je ne serais peut-être jamais témoin, mais pour moi-même d'avoir cru à ses mensonges, et pour David, qui avait été manipulé aussi profondément que moi. En fermant la maison à clé et en allant me coucher, j'ai ressenti la profonde satisfaction d'une journée bien remplie, d'une vie reconquise. Demain apporterait de nouveaux petits plaisirs, de nouvelles joies tranquilles, de nouveaux moments de paix que personne ne pourrait voler. La maison au bord du lac, qui avait été la scène de crime de Victoria, était devenue mon sanctuaire. L'argent volé et retrouvé était devenu ma sécurité. Le fils qui avait été trompé et m'avait négligé était devenu mon compagnon dévoué. Victoria avait tenté de me voler mon avenir. Mais au final, elle n'avait fait que le retarder. Maintenant, il m'appartenait pleinement de vivre exactement comme je le voulais, et j'ai choisi la paix. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous avez entendu de mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse découvrir 2 autres histoires qui sont parmi les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et émouvantes.